Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello à toutes et à tous, vous l'avez vu dans le titre de l'épisode, le sujet d'aujourd'hui c'est comment arrêter de prendre les choses personnellement. C'est un sujet qui touche beaucoup de personnes et qui est beaucoup revenu chez mes clientes récemment parce que vous le savez peut-être, quand je fais un épisode, c'est soit parce que vous me l'avez suggéré, soit parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai moi-même eu des difficultés ou un problème que moi-même j'ai rencontré. Mais très très souvent, c'est inspiré de mes clientes, des personnes que j'accompagne et de ce qu'on travaille ensemble en coaching. Et récemment, c'est beaucoup revenu le fait de prendre les choses personnellement, de se sentir attaqué, critiqué, visé par une remarque. Par exemple, on va l'appeler Marion, je change le prénom. Marion reçoit un rapport qu'elle a rédigé avec plusieurs annotations de sa manager et sa première pensée, ça a été « elle a corrigé plein de trucs, elle doit penser que je suis incompétente, j'ai dû la décevoir, elle va probablement me virer, etc. etc. » Et donc le lendemain, elle se sentait tellement mal qu'elle évitait carrément sa manager au bureau et qu'elle envisageait déjà de regarder d'autres offres d'emploi, alors qu'en réalité, sa manager, elle faisait simplement son travail d'encadrement habituel, comme elle le fait avec les autres collègues de... Comment on l'appelait ? C'était Marion. Avec les autres collègues de Marion. Ce genre de situation où on prend les choses personnellement, ça peut aussi arriver dans le perso. Je sais pas, vous êtes à une soirée entre amis et vous connaissez pas tout le monde, mais vous remarquez quelqu'un qui, de l'autre côté de la pièce, vous regarde et puis directement se tourne vers la personne avec laquelle elle est en train de parler pour lui dire quelque chose. Et peut-être que votre pensée immédiate, ça va être « Oh là là, il se moque de moi, de ma tenue », alors que peut-être qu'en réalité, effectivement, il parlait de vous, mais il est en train de dire à l'autre que vous ressemblez à une amie, ou peut-être simplement qu'il parlait de toute autre chose, mais que son regard balayait la pièce à ce moment-là et qu'il est tombé sur vous. Voilà, ça peut être un autre exemple. Je pense que ça arrive à tout le monde parfois d'avoir l'impression que c'est contre nous ou de prendre les choses personnellement. Un autre exemple, vous êtes en train de manger chez des amis et votre partenaire complimente la cuisine de l'hôtesse en lui disant que c'est vraiment super bon et vous pouvez pas vous empêcher de penser « Ah mais moi il me fait pas autant de compliments, il est jamais aussi enthousiaste pour mes plats, peut-être qu'en fait il aime pas vraiment ma cuisine mais il ose pas me le dire, etc. etc. » Donc ce simple compliment déclenche presque une remise en question de la comparaison alors qu'en réalité ça n'a rien à voir avec nous. Ou encore, je vous donne un dernier exemple, si vous êtes en réunion d'équipe et votre manager dit « on devrait tous essayer d'être à l'heure pour les prochaines réunions », peut-être qu'immédiatement vous allez penser « il me vise particulièrement parce que je suis arrivée en retard la semaine dernière », alors que en réalité c'est une remarque générale parce que plusieurs personnes sont régulièrement en retard et c'est pas dirigé contre vous spécifiquement, mais vous l'interprétez tout de suite comme étant à propos de vous. Voilà, ce sont des exemples spécifiques, mais je pense que le mécanisme, beaucoup de personnes peuvent se reconnaître dedans. Et le truc, c'est que ça affecte nos émotions, ça affecte notre bien-être. Et peut-être que si vous avez tendance à réagir comme ça, vous avez déjà entendu ou on vous a déjà dit « ne le prends pas personnellement », « mais non, t'énerve pas » ou « passe à autre chose » ou peut-être qu'on vous a déjà dit que vous êtes susceptible. Mais bon, bien sûr, ça marche pas de se dire ça, sinon ce serait trop simple. Se forcer à ne pas ressentir certaines émotions ou à ne pas avoir certaines pensées, ça ne fonctionne pas. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, on va d'abord comprendre pourquoi on fait ça, quel est le mécanisme psychologique, et ensuite je vous partagerai des clés pratiques pour changer progressivement cette habitude et arrêter de prendre les choses personnellement. Premièrement, essayons de comprendre le mécanisme. Je trouve ça super intéressant en fait. Le mécanisme psychologique, il se divise en 4 étapes. Quand on prend les choses, on a tendance à prendre les choses personnellement, il y a 4 étapes qui se succèdent hyper rapidement. La première, c'est qu'il y a un déclencheur. C'est souvent un événement neutre ou ambigu. Par exemple, quelqu'un dit quelque chose,
un collègue fait une remarque sur votre travail, ou c'est une action, votre conjoint regarde son téléphone pendant que vous lui parlez, ou parfois même ça peut être quelqu'un qui fait rien, qui répond pas à votre message, ou qui vous félicite pas forcément pour une réussite, ou une non-invitation à un événement ou à un déj, etc. Donc ça, c'est le déclencheur. Et ensuite vient l'interprétation. On suppose que l'autre personne nous attaque, nous juge. On interprète ces paroles comme peut-être une attaque contre notre valeur personnelle, contre notre caractère, nos capacités. Et c'est là que des biais cognitifs entrent en jeu en réalité. Les biais cognitifs, ce sont des raccourcis mentaux que notre cerveau a. Ça nous permet de traiter rapidement l'information, parce qu'on a toujours plein d'informations, plein de stimuli, mais ça déforme aussi notre perception de la réalité et notre jugement. Donc ça veut dire que les biais cognitifs, nous font voir le monde à travers un filtre qui n'est pas toujours fidèle à la réalité. Et souvent, quand on a tendance à prendre les choses très personnellement, il y en a plusieurs, mais il y en a deux grands qui entrent en jeu. Le premier, c'est le biais de personnalisation. Ce biais fait qu'on a tendance à ramener les choses à soi. Par exemple, si un ami ne répond pas à votre invitation, vous en concluez que il vous apprécie peut-être pas vraiment, plutôt que se dire il est peut-être occupé. Et le deuxième, c'est la lecture de pensée. C'est-à-dire qu'on suppose savoir ce que l'autre pense. Il doit penser que je suis ennuyeuse, c'est sûr qu'il ou elle pense ceci ou cela de moi. Alors que c'est pas possible, on peut pas être dans la tête des gens, même si on les connaît, on peut pas savoir ce qu'ils pensent. Et pourtant, on interprète et on est sûr de nos interprétations comme si c'était le cas. Donc ça, c'est la deuxième étape, l'interprétation. Et puis bien sûr, ça génère ensuite une réaction émotionnelle. Puisque si je me dis qu'il ne m'apprécie pas vraiment et il doit penser que je suis ennuyeuse, forcément, en fait, je vais pas me sentir joie et bonheur. Je risque de ressentir de la tristesse, de la honte, de l'anxiété, ça peut être de la colère, selon les situations. Et puis la quatrième étape, c'est le comportement. Par rapport à ce qu'on se dit et ce qu'on ressent, on adopte un certain comportement. Donc moi, j'ai identifié deux types de comportements. Le premier, c'est plutôt la perte de confiance, le repli sur soi. Je doute de moi, je me remets en question, je me dis que je vais plus jamais prendre la parole en réunion, ou je suis peut-être pas faite pour ce métier, enfin voilà, je vais perdre confiance en moi. Et le deuxième, ce que je vois comme deuxième type de comportement, c'est plutôt un comportement défensif. Ça peut être en blâmant l'autre, ah mais de toute façon c'est toujours pareil avec toi, ou t'es jamais content, hein. Voilà, ce type de réaction. Ou plutôt passif-agressif, où on va faire la tête pendant des heures sans expliquer pourquoi, ou claquer les portes, ou faire du bruit en rangeant les trucs pour montrer qu'on n'est pas content ou pas contente, mais sans vraiment dire les choses de manière claire et directe, où on va répondre par des messages courts, froids, par OK, comme tu veux, voilà, ce type de réaction, ou ignorer même les messages. Ça peut être aussi des remarques sarcastiques, ou même on va aller se plaindre à une tierce personne. Ah mais t'as vu comment il ou elle m'a parlé, voilà. Pour aller chercher un petit peu la validation, plutôt que d'aborder directement le problème avec la personne concernée, et pour diffuser un petit peu la situation. Le problème lorsque on est dans ce mécanisme, c'est que ça peut générer, notamment quand on a des comportements un petit peu passifs-agressifs, ça peut générer des conflits inutiles, une perte de confiance de l'autre côté, parce que l'autre a un petit peu, ou les autres ont l'impression de marcher sur des œufs quand ils sont avec nous. Ça peut dégrader les relations. On peut aussi ressentir de l'isolement quand on s'exclut pour punir entre guillemets les autres. On se fait du mal à soi. On l'a dit aussi, ça génère du stress, de l'anxiété, ça consomme pas mal d'énergie mentale en fait. Et puis parfois, notamment quand on a eu des comportements avec lesquels on n'est pas tout à fait ok, genre remarques passives-agressives, envoyer des pics, etc. On peut s'en vouloir, on s'autocritique pour avoir réagi comme ça. Et puis ça ne nous permet pas de recevoir les feedbacks, les critiques constructives, parce qu'on le prend direct personnellement. Alors pourquoi on fait ça ? Pourquoi on prend les choses personnellement? Pourquoi certaines personnes réagissent comme ça et d'autres moins? Et je dis moins et pas, parce que tout le monde le fait à des degrés plus ou moins importants. Et quand on a tendance à le faire beaucoup,
C'est là où ça impacte vraiment notre confiance en nous, nos émotions, notre bien-être, etc. Mais alors pourquoi on fait ça malgré tout? Eh bien parce que c'est un mécanisme de protection, un mécanisme de défense qui s'active hyper rapidement dans le cerveau. Quand on interprète les situations comme étant à propos de nous ou contre nous, même quand ça ne l'est pas vraiment, notre cerveau, paradoxalement, il essaie de nous protéger. Et donc il fait ça de plusieurs manières. La première, c'est avec ce système d'alerte en fait. Être super vigilant aux signes de rejet social, c'était autrefois crucial pour notre survie, quand être exclu du groupe, ça signifiait un danger réel. Aujourd'hui, je risque plus de me faire exclure de la tribu et me retrouver seule dans la forêt. Mais malgré tout, on a gardé ces mécanismes et donc notre cerveau préfère générer des faux positifs, c'est-à-dire voir des menaces qui n'existent pas, que de manquer une vraie menace. En fait, c'est un peu pour se dire au cas où. Voilà, dans la logique de notre cerveau, pour notre survie, mieux vaut prévenir que guérir. Ça, c'est un mécanisme un peu primitif, mais ça peut être aussi simplement lié à notre expérience de vie, à notre vécu. Si on a été critiqué, blessé ou rejeté dans le passé, on peut être encore plus sensible à ça, encore plus susceptible de prendre les choses personnellement au présent. Et parfois, des réactions disproportionnées, entre guillemets, à des situations relativement bénignes du quotidien signalent que l'événement actuel touche une douleur du passé. Donc, il y a ce système d'alerte, et puis il y a aussi l'impression parfois pour le cerveau que ça nous prépare au rejet. En supposant d'avance que les autres personnes pensent du mal de nous, on se prépare émotionnellement. C'est comme se protéger d'une déception future potentielle en l'anticipant. Ça nous donne l'impression d'avoir un petit peu de contrôle sur la situation. Et puis, dernière chose, c'est que notre cerveau déteste l'ambiguïté. C'est une machine à donner du sens, à trouver des interprétations, des raisons. Et c'est comme s'il préférait une interprétation définitive, même si elle est négative, plutôt que l'incertitude, plutôt que le doute. Donc si, disons, quelqu'un ne me sourit pas, plutôt que me dire, peut-être que cette personne, elle est en train de traverser plein de choses, peut-être qu'elle est fatiguée, peut-être qu'elle est préoccupée, il pourrait y avoir 1 million de raisons. Mais justement, ça, le cerveau n'aime pas. Donc il va directement en conclure, elle m'aime pas cette personne. Et ce qui est important ici de voir, c'est que l'interprétation de l'ambiguïté que fait notre cerveau, ça dépend beaucoup de nos insécurités, de nos croyances, de nos peurs, de notre peur de ne pas être à la hauteur, de notre peur d'être rejeté, de notre peur d'être exclu. Et toutes ces peurs-là font qu'on interprète les situations d'une certaine façon. Ce que j'ai vraiment constaté, c'est que ce mécanisme, il est plus fort quand on est déjà soi-même très critique envers soi-même. Quand soi-même on est très critique envers soi. Je sais pas comment formuler cette phrase. Bref, vous m'avez compris. Et je me souviens en vous disant ça d'une cliente qui était hyper dure avec elle-même. Elle était assez exigeante envers elle-même, parfois aussi envers les autres, mais surtout envers elle-même. Elle aimait bien que les choses soient faites parfaitement, elle aimait bien être à l'heure. Voilà, tout était nickel. Et du coup, c'était une personne qui performait très bien dans son travail, mais qui n'était pas forcément très épanouie dans sa vie parce que elle était tout le temps en train de se critiquer, tout le temps à se sentir coupable et déçue, et voilà, c'était beaucoup. Et elle m'avait raconté une anecdote où elle avait préparé le repas du soir et elle attendait un petit peu l'avis de son partenaire. Et celui-ci avait juste mentionné que c'était un petit peu salé, mais que c'était très bon. Et immédiatement, elle a eu une boule dans la gorge en fait. Et sa pensée automatique, ça a été c'est sûr, voilà, je suis nulle en cuisine, à chaque fois il y a quelque chose qui va pas, etc., etc. Et elle n'entendait plus son partenaire qui lui disait que c'était très bon malgré tout. En fait, il y avait un petit peu trop de sel, mais voilà. Elle entendait seulement sa petite voix qui lui disait qu'elle était jamais à la hauteur. Et donc le repas s'est poursuivi dans une ambiance un petit peu lourde, et son partenaire il comprenait pas ce qui venait de se passer parce que pour lui c'était une remarque anodine et c'est pas grave qu'il y ait un peu trop de sel en fait. Voilà. Il pensait pas du tout que ça allait générer autant de réactions chez elle. Cette situation, je trouve qu'elle illustre vraiment bien comment notre dialogue intérieur et notre niveau d'autocritique peuvent vraiment amplifier notre tendance à prendre les choses personnellement. Si on est déjà dur avec nous-mêmes,
La moindre remarque externe vient juste confirmer ce que notre critique intérieure nous répète déjà. J'avais entendu cet exemple chez une psy américaine où elle disait que si quelqu'un vous crie dessus en disant tu es une banane, vous allez probablement pas le prendre personnellement parce que vous savez pertinemment que vous n'êtes pas une banane. Vous savez que c'est pas vrai, vous êtes confiant sur le fait que vous n'êtes pas une banane. Mais si quelqu'un vous fait une remarque qui touche à une de vos insécurités, sur votre apparence, sur votre légitimité professionnelle, sur votre façon d'éduquer vos enfants, là, ça peut devenir beaucoup plus sensible. Donc retenez bien cette phrase, on se sent attaqué là où on doute déjà soi-même. On se sent attaqué là où on doute déjà soi-même. Bon, c'est pas une très belle citation, mais d'ailleurs ça me fait penser à une citation de Eleanor Roosevelt qui disait « Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. » Je trouve que ça résume très très bien ce que je viens de vous partager. Et conclure cette première partie, parce qu'on va maintenant passer aux clés, aux étapes pour arrêter de prendre les choses personnellement. La première, c'est d'apprendre à vérifier nos pensées et nos interprétations. Dans chaque situation, il y a les faits objectifs, le déclencheur dont on avait parlé tout à l'heure d'ailleurs, et puis il y a l'histoire qu'on se raconte à partir de ces faits. Et c'est cette histoire qui détermine le plus, en réalité, nos émotions et nos réactions. Or, la plupart du temps, on n'a pas de preuves réelles que l'autre nous attaque. On fait de la lecture de pensée, il y a ce biais de personnalisation dont je vous parlais, mais comme ça s'appelle un biais, ce sont des pensées qui peuvent être biaisées. Ou bien on projette nos insécurités sur les autres, ça aussi on l'a dit juste avant. Et donc ce qui est important de vous rappeler, c'est qu'il y a ce qui est dit et il y a ce qu'on entend. Et souvent, ces deux choses sont très très différentes. Ça, c'est très important de vous le rappeler. Et donc concrètement, que faire ? Première chose, ne pas être réactif, c'est-à-dire ralentir. Surtout si vous avez tendance à tout de suite envoyer une pique en retour ou à adopter un comportement passif-agressif. Ralentissez, essayez de faire une micro-pause, de respirer, de créer un espace entre le déclencheur et votre réponse. C'est pas facile, bien sûr, surtout quand on a l'habitude de réagir d'une certaine manière. Donc ça va vous demander de la pratique. Mais ensuite, après ça, une fois que vous avez fait cette pause, essayez d'explorer déjà qu'est-ce qui se passe en vous. Quelles pensées surgissent face à la situation ? Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire ? Et puis, qu'est-ce que vous ressentez en fait dans votre corps ? Essayez d'accueillir aussi vos émotions sans jugement. Ça, c'est la première étape. Ensuite, séparer les faits des interprétations. Séparer les faits de la signification que vous leur attribuez. Même si vous avez l'impression à 100% que c'est vrai et que c'est logique, ne croyez pas tout ce que vous pensez. Un exemple, mon collègue n'a pas répondu à mon email depuis plus de 2 jours. Ça, c'est factuel. Après, la question, c'est comment j'interprète. Est-ce que j'interprète ça comme un signe que je suis pas assez appréciée, que je suis pas légitime dans mon travail, qu'il pense que mes idées sont nulles, etc., etc. Puis, une fois que vous avez identifié votre interprétation automatique, essayez de trouver des interprétations alternatives. Donc demandez-vous par exemple s'il pourrait y avoir une autre raison qui n'implique pas que vous soyez nul ou que vous soyez pas à la hauteur. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps, peut-être qu'il a eu d'autres priorités, peut-être qu'il est débordé de travail, et puis si c'est pas le cas, peut-être qu'en fait il veut vraiment prendre le temps de vous répondre, parce qu'au contraire, il trouve que votre idée elle est super. Bref, là l'idée c'est pas de s'accrocher à une interprétation alternative dont on ne sait pas non plus si elle est vraie, mais de voir qu'il y a d'autres interprétations possibles. Et là, si possible, vérifiez. L'approche la plus efficace, c'est tout simplement de vérifier auprès de la personne concernée. Si vous avez l'impression que la remarque qui a été faite était contre vous, allez demander. Est-ce que tu peux clarifier ce que tu voulais dire ? Qu'est-ce que tu voulais dire par là ? L'idée, c'est de communiquer de manière assertive en demandant des précisions parce que ça peut dissiper énormément de malentendus. Et encore une fois, parfois, on est tellement convaincu de ce qu'on pense, de l'interprétation qu'on fait,
on ne voit même pas que c'est une interprétation, qu'on laisse même pas à l'autre la chance de s'exprimer. Et du coup, ça crée des malentendus, l'autre comprend pas notre réaction basée pas sur ce qu'il a dit, mais encore une fois sur ce qu'on a entendu. Et alors ce que je vous dis, je sais que c'est pas évident, donc n'hésitez pas à en parler pour avoir un peu des retours d'autres personnes qui voient peut-être les choses différemment, donc de la part d'un thérapeute, d'un coach ou d'une coach. C'est ce que moi je fais pendant les séances. On explore aussi les autres interprétations possibles. Et souvent les personnes n'en voient pas, mais moi j'en vois plein parce que forcément c'est beaucoup plus facile de l'extérieur. Et pourquoi pas aussi en parler à un ami ou une amie sage, entre guillemets. Et sage, j'insiste sur ce mot-là parce que l'idée c'est pas d'en parler à quelqu'un qui va juste valider vos billets et qui va pas forcément vous offrir une perspective différente. Or là, tout l'objectif c'est d'avoir une perspective différente et équilibrée de vos récits intérieurs et de vos pensées. Voilà, ça c'était la première clé, donc vous voyez qu'il y a plein d'étapes et plein de concepts différents, mais globalement l'idée c'est de vérifier vos pensées, vérifier vos interprétations. Est-ce que vraiment c'est une attaque contre vous ou pas? Et sortir de la réaction automatique. Deuxième clé maintenant, et c'est plutôt un concept, et un concept qui est assez fondamental, c'est que rien n'est personnel. Si vous avez lu le livre Les 4 accords Toltec, ça va être familier pour vous. C'est le deuxième, je crois, accord Toltec qui dit que quoi qu'il arrive, n'en faites jamais une affaire personnelle. Bien souvent, les gens n'agissent pas contre nous, mais pour eux-mêmes. Parfois, les gens sont froids ou sont désagréables, pas vraiment à cause de nous, mais parce qu'ils manquent de sommeil, parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils n'ont pas conscience de nos attentes à nous, de nos besoins, parce qu'ils ne savent pas communiquer. Par exemple, lorsque votre manager vous fait une remarque un peu sèche sur votre travail, c'est peut-être pas qu'il vous trouve incompétent ou incompétente, c'est que peut-être il est sous pression lui-même, qu'il vient de se faire remonter les bretelles par son supérieur, ou qu'il a des soucis personnels qui le rendent un peu moins patient, ou quand votre ami répond brièvement à vos messages, c'est probablement pas qu'il se désintéresse de vous, c'est peut-être qu'il traverse une période difficile, qu'il est débordé ou simplement qu'il n'est pas dans un état d'esprit propice aux longues conversations. Donc ça peut être beaucoup plus à propos d'eux qu'à propos de vous. Et ce concept-là, il est à mon sens libérateur parce que il nous rappelle que la plupart du temps, ce que les autres font ou disent parle davantage d'eux que de nous. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut tolérer des comportements inacceptables et laisser Jean-Michel vous parler comme de la merde, entre guillemets, parce qu'il a mal dormi. Mais avoir conscience que c'est pas contre nous spécifiquement. Donc concrètement, pour appliquer ça, ce que je vous propose, c'est de vous demander, quand vous vous sentez tout de suite attaqué, qu'est-ce qui se passe pour cette personne qui explique son comportement ? C'est une question toute simple, mais qui permet de se mettre un peu dans une position d'ouverture, de curiosité, voire même d'empathie, et essayer de comprendre ce qui se passe chez l'autre. Et de voir que c'est pas forcément contre nous, mais plus ça dit beaucoup de choses à propos de la personne. Alors attention, bien sûr, il y a parfois des personnes qui agissent vraiment pour vous nuire, pour vous blesser. Ça arrive aussi. Certaines personnes critiquent délibérément ou font des remarques blessantes ou agissent pour nous nuire. Mais en réalité, même dans ce cas, leur comportement en dit beaucoup plus sur elles que sur vous. Les personnes qui ont besoin d'avoir un bouc émissaire ou de rabaisser les autres, souvent ça veut dire beaucoup sur leurs propres insécurités. Celles qui tout de suite partent dans des colères pour des broutilles, ça montre une incapacité à gérer leurs émotions. Celles qui manipulent ou harcèlent, aussi ça montre beaucoup sur leurs propres blessures, leurs propres dysfonctionnements. Mais, je me répète, mais c'est très important, ça ne veut pas dire que... Enfin, on peut avoir de l'empathie, de la curiosité, de l'ouverture, tout en n'acceptant pas certains comportements envers nous, tout en posant des limites. Voilà, ce sont vraiment deux choses différentes et qui sont compatibles. Et puis, il y a des moments où les autres nous font des remarques constructives, des feedbacks honnêtes, et le fait de ne pas prendre les choses personnellement, c'est savoir faire la différence entre une critique qui est une attaque à notre valeur en tant que personne, où là, ça ne sert à rien de le prendre personnellement, parce que ça en dit long sur la personne, et un feedback constructif sur nos actions, sur nos comportements,
ou sur quelque chose qu'on peut changer. Et là, c'est quelque chose qu'on peut considérer avec ouverture. La clé, c'est vraiment d'être capable de recevoir des feedbacks sans que ça n'affecte notre sentiment de valeur personnelle. Une critique sur quelque chose que j'ai fait n'est pas une critique de qui je suis fondamentalement. Donc là, le travail à faire, c'est d'être capable d'écouter les critiques constructives sans se sentir attaqué dans notre valeur et se demander est-ce qu'il y a quelque chose que je peux apprendre ici ? Ok, c'est jamais agréable de recevoir un feedback négatif, mais ça veut rien dire sur moi en tant que personne, ça veut dire quelque chose sur des actions, sur des comportements, sur quelque chose que je peux changer. Et surtout, est-ce qu'il y a quelque chose d'utile que je peux apprendre ? Est-ce que je peux en tirer quelque chose ? Est-ce que je suis d'accord avec la critique, etc. Rappelez-vous que c'est pas parce que vous avez fait une erreur que vous êtes une erreur. Ce n'est pas parce que vous avez échoué dans quelque chose que vous êtes un échec. Et pour vraiment intégrer ça, pour vraiment avoir conscience de votre valeur intrinsèque et qu'elle ne dépende pas des feedbacks, des avis, de l'approbation des autres, et que du coup vous soyez moins sensible à ce qui se passe autour de vous, et du coup moins prendre les choses personnellement, c'est fondamental de construire une base solide d'estime de soi. Donc ça, c'est ma troisième clé. On l'a dit un peu plus tôt, pourquoi est-ce qu'on prend les choses personnellement ? Parce qu'on est insécure à certains endroits, parce qu'on doute de nous-mêmes, parce que soi-même, au fond, on a tendance à se critiquer, à se demander si on est à la hauteur, si on est assez, si on fait les choses bien, etc. Et on essaye de protéger notre estime de nous en contrôlant ce que les autres pensent de nous, comment ils nous perçoivent, s'ils nous aiment, etc. On essaye de s'adapter, on essaye d'avoir l'approbation, etc., etc. Et déjà, c'est épuisant. Et surtout, fondamentalement, ça ne peut pas fonctionner parce qu'on ne peut pas contrôler les autres. On peut essayer de les influencer, mais on ne peut pas les contrôler. Et donc la vraie libération là-dedans, et la première étape pour construire une estime de soi solide, c'est de retourner cette énergie vers l'intérieur de soi. Baser notre sentiment de valeur non pas sur l'approbation externe, mais sur notre approbation interne. Et comment on ressent cette approbation interne ? Déjà en agissant en accord avec nos valeurs, en étant la personne qu'on choisit d'être. Donc là, concrètement, posez-vous la question. Quelles sont mes valeurs ? Quel genre de personne je veux être ? Comment est-ce que je veux me comporter avec le monde qui m'entoure ? Prenons un exemple. Si vous vous sentez un peu menacé dans votre rôle de parent parce que votre belle-mère a tendance à faire des remarques sur votre façon d'éduquer vos enfants et que ça vous agace très très fortement, alors que ça vous agace c'est normal, mais si ça vous agace fortement, que vous vous demandez mais pourquoi elle me critique, est-ce qu'elle pense que je suis un mauvais parent, une mauvaise mère, etc. Demandez-vous quel genre de parent est-ce que je veux être ? Peut-être que vous voulez être un parent patient, à l'écoute, disponible. Et c'est ça qui compte. C'est pas l'opinion de votre belle-mère, c'est si vous êtes aligné avec vos propres valeurs parentales, c'est tout ce qui compte. Et ensuite, les remarques extérieures vous affecteront beaucoup moins. Parce qu'une fois que vous avez clarifié vos valeurs, vous pouvez mettre votre énergie à être cette personne, à incarner cette personne, à être aligné au quotidien. Et quand vous êtes critiqué ou que vous vous sentez critiqué, vous passez de faire en sorte que la personne arrête de vous critiquer à plutôt vous demander est-ce que moi, j'ai vraiment besoin de changer quelque chose ? Et si c'est oui, si je me sens alignée, en général, je me sens bien avec moi-même, donc ça ne veut pas dire que recevoir des critiques et des jugements, c'est simple, mais on se sent un petit peu plus apaisé, parce qu'on sait que malgré tout, on est en train de faire ce qui est juste pour nous. Et ça apporte vraiment un sentiment de sécurité, versus quand on est toujours en train d'agir ou de réagir à l'approbation des autres, on est un peu sur un terrain instable. Et donc ça, c'est important, en fait, de vraiment travailler vos valeurs et l'alignement, avec vos valeurs. Si vous voulez un exercice pour identifier vos valeurs, je vous recommande l'exercice spécifiquement pour ça, sur les valeurs, qui est disponible dans ma bibliothèque privée. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode pour y accéder. Vous aurez accès à cet outil-là pour définir vos valeurs et aussi à tous les autres outils qui sont dans cette bibliothèque gratuite. Juste pour conclure sur les valeurs, ce qui est aussi important, c'est de faire attention au perfectionnisme.
Agir en accord avec nos valeurs, c'est un chemin, c'est une direction. On essaye d'être cohérent avec nos valeurs, mais on ne peut pas toujours l'être et c'est ok. L'important, c'est d'aller dans cette direction. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Ce ne sont pas des objectifs où je peux me dire ah, check, ça c'est fait. Non, les valeurs, c'est une direction. Par exemple, dans mon top 3 de mes valeurs fondamentales, il y a la bienveillance. Donc, c'est pas un truc qu'on coche sur une to-do list. C'est quelque chose que j'essaye de faire au quotidien, qui me nourrit aussi. Quand je suis bienveillante, et ben je me sens moi-même, je me sens alignée, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et j'essaie de l'être même dans les situations difficiles, même dans les situations où les gens ne le sont pas envers moi, par exemple. Parce que moi, ça me permet de me sentir bien et alignée avec moi-même. Mais encore une fois, c'est pas un truc à cocher. Et on peut pas toujours 100% l'être. Et c'est ok. C'est vraiment de voir que vous êtes en mouvement vers ça. Et c'est ça, être aligné avec ses valeurs. Donc encore une fois, je vous invite à télécharger cet exercice pour identifier votre système de valeurs personnelles. Le lien sera dans la description de cet épisode. Et puis je vous invite aussi, pour approfondir ce sujet de l'estime de soi, on pourrait vraiment faire 50 heures dessus, mais il y a déjà pas mal d'épisodes sur le sujet. Et je vous recommande notamment l'épisode 90 qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Estime de soi, comment vraiment l'améliorer durablement. Et l'épisode 69, comment une faible estime de soi affecte nos relations. Et là aussi, je vous donne des clés. Parce que si je dois vraiment résumer, pour arrêter de prendre les choses personnellement, il faut vraiment travailler à la racine du problème qui est nos propres insécurités, notre propre manque de confiance et d'estime. Et en développant ça, on devient beaucoup moins réactif et beaucoup plus serein et sereine face au comportement des autres. On arrive à la fin de cet épisode et j'aimerais résumer les différentes clés qu'on a vues aujourd'hui pour arrêter de prendre les choses personnellement. La première, c'est de vérifier nos pensées, vérifier nos interprétations, reconnaître qu'il y a une différence entre les faits objectifs et l'histoire qu'on se raconte, et donc prendre le temps de faire pause, de ralentir dans notre réaction et explorer un petit peu les interprétations alternatives. Deuxième clé, intégrer ce concept que rien n'est vraiment personnel. Troisième clé, c'est de construire une base solide d'estime de soi qui n'est pas basée sur l'approbation des autres, mais sur nos propres valeurs et sur la personne qu'on choisit d'être au quotidien. Je veux vous rappeler que tout ça, c'est un processus d'apprentissage, c'est pas un changement instantané. On va pas arrêter du jour au lendemain de prendre les choses personnellement. C'est un muscle qu'on développe petit à petit. Il y aura des jours où ce sera plus facile que d'autres, mais je vous invite à avoir de l'autocompassion dans ce processus, d'être douce avec vous-même et de ne pas vous juger de prendre les choses personnellement. Voilà, de prendre conscience de ce mécanisme et de travailler petit à petit dessus. C'est une tendance qui est très humaine. On l'a vu, notre je sais plus le parler à cette heure-ci. Notre cerveau est câblé pour nous protéger. Et ça va être en pratiquant ces différentes façons de penser qu'on peut progresser et réduire cette tendance et puis ensuite gagner en liberté émotionnelle. Voilà, j'espère que cet épisode vous a aidé, qu'il vous a plu, qu'il vous a permis de réfléchir. N'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui pourra en bénéficier aussi. Puis j'ai oublié de vous en parler, je crois, sur ce podcast. Je crois que j'en ai parlé sur Instagram mais pas sur le podcast. J'ai créé un guide complet des épisodes du podcast classé par thématique. C'est super pratique si vous recherchez un épisode sur une thématique précise, sur une problématique que vous rencontrez dans votre vie en ce moment. C'est hyper clair et hyper facile à retrouver dans le guide. Donc bien sûr, ce guide est gratuit. Je vous mettrai aussi le lien dans la description de cet épisode. Et je crois maintenant, en vous le disant, que j'en ai déjà parlé dans le podcast une fois. Bref, vous pouvez le retrouver dans le lien dans la description. Ou d'ailleurs, si vous avez du mal à le retrouver, dans ma description sur Instagram. Moi, je vous remercie énormément d'avoir écouté cet épisode aujourd'hui. Et je vous retrouve très bientôt pour un épisode de J'ai peur donc j'y vais. Ciao!